Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados littéraires du Salon. Aujourd'hui, épisode 4, la bispiritualité avec Pascal Rowe. Pourquoi s'intéresser à la thématique LGBTQ+ bispirituelle dans la littérature autochtone? Parce que le sujet est pour le moment assez rare, en particulier du côté francophone. Parce que c'est une réalité dont on parle encore trop peu. Pourtant, elle a de nombreuses implications dans la vie de ceux qui vivent cette double identité dans un monde dominé par une majorité blanche et hétéro-cis-normée. Et parce que c'est un terreau riche où naissent des voix d'auteuristes fortes et originales. Alors, pourquoi moi, qui ne suis pas autochtone? Parce que j'ai la chance, oui la chance, de faire partie de la grande communauté LGBTQ+, et que je sais que, si elle semble très homogène de l'extérieur, il n'en est rien. Sous chaque lettre de l'acronyme se cache une multitude d'identités et d'expériences de vie. C'est ce que je vous propose de vivre en compagnie de 3 autoristes qui ont accepté de se prêter aux questions et aux confidences, Daryl MacLeod, Shane Michael et Diane Obomsawin. Mais avant de présenter ces autoristes et leurs écrits, commençons par définir notre thématique. Si on sait généralement ce que signifie l'acronyme LGBTQ+, le terme de bispiritualité est plus obscur. J'ai donc tout d'abord demandé à Daryl MacLeod s'il y a une énorme différence entre ces deux termes et de quelle façon les différences de genre et d'orientation sexuelle étaient traditionnellement perçues. Pour moi, il y a beaucoup de différences que je comprends maintenant, mais quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas très bien. Mais depuis une vingtaine d'années, je comprends qu'il y a beaucoup de différences. Et pour moi, il y a l'aspect spirituel. Quand on parle de quelqu'un qui est gay, on parle de la préférence du point de vue de sexualité. Mais quand on parle de bispiritualité, pour moi, ça veut dire qu'il y a un côté très important spirituel qui peut-être est présent pour tout le monde, le monde gay aussi. Je ne saurais pas dire parce que chaque personne est différente. J'ai étudié beaucoup l'histoire et j'ai lu des livres par des anthropologues autochtones gays dans les cultures dans l'Amérique du Nord des autochtones, dans l'histoire. Dans toutes les tribus, sauf peut-être un, il y a toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui sont, du point de vue genre, qui sont différents. Il y avait dans beaucoup de cultures, il y avait 6 ou 7 genres. Et c'était ouvert et c'était accepté. Et les personnes là, de ces genres un peu alternatifs, si je peux dire ainsi, étaient bien respectées. Il y avait une place d'honneur chez eux, et dans leur culture, dans leur communauté, et c'était formidable. Moi, j'ai vu les changements dans ça, dans ma vie, dans ma famille, mais j'ai vu chez mon arrière-grand-père, chez ma mère, chez mes tantes, qui avaient à peu près le même âge de ma mère, qui avaient beaucoup de respect. Elles étaient très ouvertes. Elles acceptaient mon frère, qui est devenu ma sœur, et mon oncle, qui est devenu ma tante. Tout le monde appuyait jusqu'à un certain âge, mais chez les cousins, ça avait commencé à changer. Il n'y avait pas le même respect. Après la génération de nos parents, c'était l'arrivée des Blancs. Ça a commencé à changer tout de suite parce que dans beaucoup des études, des articles académiques, on voyait que ça, c'était une des choses que les prêtres ont remarqué tout de suite en arrivant dans l'Amérique du Nord, que, oh mon Dieu, il y a des hommes qui s'habillent en femmes et puis qui ont des relations comme s'ils étaient des femmes. Il y a des femmes qui s'habillent en hommes et qui ont des rôles d'hommes dans leur communauté. C'est terrible. Alors, tout de suite, ils ont commencé à écrire là-dessus et essayer de changer le statu quo. Mais d'où vient exactement le terme bispiritualité? J'ai posé la question à Shane Michael. Le terme a été créé, je crois, dans les années 90 par Albert MacLeod, qui est à Winnipeg. C'est une conférence qui avait eu lieu. Et c'est
c'est sûr que les gens ont commencé à appliquer ce terme-là parce que ça représentait beaucoup plus chez les Autochtones, tout ce qu'on avait un côté féminin en soi. Ensuite, c'était normal d'aimer un autre homme et tout. C'est sûr qu'il y a certaines langues amérindiennes qui ont aucun mot pour définir, par exemple, gay ou lesbienne. C'est pour ça que ce terme-là, il a été mis en place pour mieux pour se situer, mais se représenter. Mais encore là, même moi, j'ai de la difficulté à vouloir me le donner moi-même, que je suis spirituel, ou me le donner parce que je le sens pas pour moi. C'est sûr que ça peut aller en l'encontre avec, par exemple, je sens la femme en moi, mais moi, c'est plus l'état de la mère, parce qu'on vient tous d'une femme. Donc, la naissance, les émotions aussi, c'est normal pour un homme, par exemple, de pleurer. Donc, souvent, on apprend à nous, quand on est jeune âge, les hommes, c'est fait pour être plus forts, c'est fait pour être ci. Les hommes vont à la chasse, les femmes restent, faire à manger. C'est toutes des normes sociales qui nous ont été imposées, qui font en sorte qu'on rejette un peu nos façons de vivre, nos façons de voir les choses. Et moi, j'accepte le fait d'avoir une femme à moi, mais ça ne veut pas dire que je suis considérée peut-être une femme aussi, ou que je peux avoir le terme de bispiritualité. Mais c'est juste ma mère, par exemple, qui habite en moi. J'ai une connexion avec tout ça, mais c'est pas nécessairement parce que c'est mon côté féminin que je suis encore plus homosexuel. Née en 1959 à Montréal, Diane Obom-Sawin publie des bandes dessinées et réalise des courts-métrages d'animation pour l'ONF sous le nom d'Obom. D'origine abénakise par son père, française par sa mère, elle vit une enfance et une adolescence marquées par les déménagements et les déracinements entre le Québec et la France. Si les univers développés par l'artiste sont poétiques, fantaisistes et souvent humoristiques, c'est qu'elle s'inspire régulièrement de ses rêves. Son trait, simple et faussement naïf, ajoute beaucoup à la tendresse toute particulière que dégagent ses personnages. Et je remarque dans ses récits une persistance de la question identitaire. Partagée entre plusieurs origines, plusieurs cultures et plusieurs communautés dont elle ne veut pas se réclamer exclusivement, Diane se décrit plutôt comme une poète imagière. Elle affectionne particulièrement ce terme qui lui permet d'englober toutes ces communautés à la fois. Malgré tout, il lui est parfois difficile de se définir clairement quand vient le temps d'expliquer qui elle est. Oui, c'est très compliqué en fait, enfin très simple en même temps. C'est-à-dire que mon nom est 100% Abénaki, mais moi, dans mon sang, il n'y a pas beaucoup en fait d'Abénaki. J'ai fait un test d'ADN il n'y a pas longtemps, puis j'avais été déçue à quel point c'était pas beaucoup. Mais mon cœur est à 100% et ma fierté est à 100%. C'est un mélange assez complexe en fait. Il y a surtout du français, mais même encore là, c'est un petit, c'est un 50%. Ça veut dire qu'il y a tout le reste. J'ai un grand-père, Robertson, qui vient. Donc, ma mère s'appelle Denise Robertson. Mon grand-père, il vient de la Louisiane. Il a du sang noir aussi. Lui, il est métis, ou alors métis de métis. Donc, dans l'ADN, il y avait 3 pays d'Afrique. Originellement, les Robertson, ils viennent de l'Écosse, donc il y avait aussi pas mal de sang écossais. Là, j'apprends la langue Benaki en ce moment pour me rapprocher un peu. Et aussi, je pense qu'il y a l'aspect spirituel qui fait que je me sens plus proche, par exemple, de cette communauté des Autochtones, des Amérindiens. Et aussi, je rêve beaucoup. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est important chez les gens des Premières Nations, le rêve. Tout ce qui est un peu la spiritualité, le fait des animaux, la nature versus la culture, tout ça, peut-être ça aussi. J'aime me rapprocher des Amérindiens.
pour les raisons que j'aime leur spiritualité. Et j'aime la langue aussi, la langue abénakis là, que je suis en train d'apprendre. C'est une langue fascinante. Et vraiment, vraiment elle me remplit de joie parce qu'il y a de l'humour dans la langue et aussi, c'est une langue, c'est un peu comme le latin, il y a des racines. C'est une langue qui a beaucoup de racines. Alors, une fois qu'on connaît euh, pas mal de mots, avec ces mots-là, on peut déduire d'autres mots à partir des mots qu'on connaît. En abénaki, il n'y a pas de personnes genrées. Il n'y a pas de il et elle. Malheureusement, c'est dur. Moi, j'apprends des mots, mais si quelqu'un, et je connais mes verbes, les temps de verbes, mais si quelqu'un me parlait en abénaki, je serais perdue. Le problème, c'est que pour bien apprendre une langue, il faut l'entendre. Il n'y a pas de documents audio, ou très très peu. Alors, ça n'aide pas à faire des progrès tout à fait. Je peux faire des progrès de mon côté par rapport, comme je te dis, à apprendre des mots, mais je serais perdue si quelqu'un me parlait en abénaki. Là. Il y a pas beaucoup de monde qui le parle. Hein. Je pense qu'il y a peut-être 10 personnes dans le monde. Ouvertement lesbienne et se décrivant solidaire des minorités en général, Diane Obom-Sawin a publié en 2014 à Loi de Cravant la bande dessinée J'aime les filles. Elle y donne la parole à 10 femmes qui lui ont confié la découverte de leur homosexualité, de leurs premiers émois, chacune à des époques et dans des conditions différentes. La bande dessinée a ensuite été transformée en film d'animation en 2016, disponible sur le site de l'ONF, toujours sous le titre J'aime les filles. Le segment intitulé Diane et son histoire personnelle dont voici un très court extrait. Un soir, j'étais toute seule à la maison. Je regardais un vieux film. C'était Jeune fille en uniforme avec Romy Schneider et Lily Palmer. À un moment donné, les deux femmes s'embrassent. J'étais tellement troublée que j'ai fermé la télé. Je ne me suis pas avouée que j'aimais les filles. Je ne le savais pas. Hein. Dans les déménagements, il fallait faire des amis après, à chaque fois. Et, mais aussi, surtout, je voulais être en amour. Et ça c'était encore plus important parce que c'était la vie affective la plus forte que je pouvais avoir, c'était de tomber en amour. Et puis, je choisissais, je l'explique dans le film, je me choisissais, les premiers jours, je me choisissais une fille avec qui j'allais tomber en amour. Puis, j'étais fidèle, hein, je ne changeais pas après, c'était vraiment... et je lui disais jamais, comme je l'explique dans le film, que j'avais un gros béguin. C'était vraiment juste secret. Mais vraiment, ça me donnait une raison de vivre, un peu une raison d'aller à l'école au moins. Et c'était vraiment la vie affective. Et c'est ce qui prenait toute la place, plus qu'apprendre des choses. Être troublé, ému par quelqu'un, la regarder, voir comment elle marche, comment elle se tient, comment elle rit avec les amis. Et ça m'a suivi jusqu'à il n'y a pas longtemps. En 1983, Diane Obom-Sawin a 24 ans. Elle quitte la France pour s'installer définitivement au Québec, qui est très en avance au niveau des droits des gays et lesbiennes par rapport au vieux continent. C'est pour elle une forme de libération, tant au niveau personnel que professionnel. Quand je suis arrivée ici, ce que ça a fait, je pense que ça m'a donné l'occasion d'être lesbienne. Parce qu'en France, je ne voyais pas du tout comment m'y prendre. Ni pour être artiste, je ne voyais pas comment m'y prendre. Parce que les loyers sont tellement chers. Je travaillais dans une agence de publicité, là j'avais eu de la chance. Mais de dire, moi je vais être artiste, je ne vois pas comment j'aurais pu faire. Ni être lesbienne. Je ne savais pas comment m'y prendre. Ça ne me tentait pas d'aller dans un bar, je ne savais pas comment m'y prendre. Mais quand je suis arrivée ici, c'était sur le plateau. Il y avait des lesbiennes partout, qui s'embrassaient partout. Je pense que c'était impossible même de ne pas le devenir.
C'était incroyable. Et je pense que par rapport à ça, à cette époque-là, en 1983, et aujourd'hui, ça a régressé aujourd'hui. On ne voit pas autant d'ouverture. Je ne vois pas autant de femmes que ça s'embrasser dans la rue, se tenir par la main. Il y en a, mais je veux dire, dans la rue, dans la culture, oui, au cinéma, dans les séries, oui, mais dans la rue, je vois pas autant de femmes ouvertement lesbiennes, pas du tout. C'était vraiment une époque incroyable. Dans toute sa carrière de BDiste et de réalisatrice de films d'animation, Diane Obomsawin n'a évoqué la culture autochtone que dans une seule de ses œuvres, le court-métrage d'animation Vistas marche dans la forêt, qu'elle a réalisé en 2009 pour l'ONF. C'est drôle, hein? Pourtant, je sens que ça coule dans moi, mais je n'ai pas encore senti le besoin de... J'avais l'impression, je ne sais pas, je sais que c'est pas nécessaire de parler on peut être un artiste autochtone ou de descendance autochtone. Pour moi, ce serait plus juste de dire de descendance, sans parler des problèmes ou pas seulement des problèmes, mais des sujets, de n'importe quel sujet qui soit lié à la communauté. Ben, dans la mesure où j'ai vécu dans les villes, peut-être, mais je me rapproche, ça commence à me titiller, cette idée-là. Mais je ne veux pas non plus faire quelque chose de folklorique, parce que c'est important, qu'on rentre dans la modernité aussi. Alors, je ne sais pas encore comment faire ça. Je sais qu'il y avait un programme spécial pour engager des artistes autochtones ou descendances autochtones pour faire un film autochtone. Pour moi, je ne sais pas. Je pense que peut-être si... Je préfère faire comme mon cœur, mais mon intuition m'amène à droite, à gauche. Je ne sais pas pourquoi. Puis j'espère qu'il y a une forme de... Il y a quelque chose qui pourrait être universel, qui pourrait s'adresser aussi à des... enfin, je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, Gaspard, j'ai fait un film sur un homme qui s'appelle Gaspard Hauser. Herzog avait fait un film de ce personnage dans les années 1980. Et c'est quelqu'un de complètement en marge de la société. Moi, quand j'étais enfant, comme j'ai fait 14 écoles différentes, je me sentais un peu à part, peut-être un peu comme si je venais d'ailleurs, là, comme téléportée quelque part, puis tout le monde comprenait les règles. Sauf moi, je me sentais vraiment comme ça. Et donc, c'est important de parler de ça. Pas nécessairement pour ces raisons-là. Je ne savais pas exactement que c'était pour ça que j'aimais Gaspard, mais il y a une multitude de raisons, comme je pense pourquoi j'étais attachée à cette personne. L'autre film, c'était sur mon enfance. Il fallait que j'en parle parce que, en fait, c'était juste pour ramener les petits bouts ensemble parce que, vu que c'était très morcelé dans ma tête, même très souvent avant de m'endormir, avant de m'endormir, de temps en temps, je faisais un peu le récit des petits bouts. Ah, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, juste pour que je me rapaille, pour que je sente un peu que j'en fasse un tout de tout ça. Là. Donc, j'avais commencé à l'écrire, puis après, il y en est résulté un film d'animation. Donc, il y a ça qu'il fallait faire. Après j'aime les filles. Bon, ça, il fallait le faire aussi, parce que c'était par rapport au fait que, ben c'est ça, à donner de la place à des témoignages de lesbiennes en particulier, parce que je me suis dit
que pour les gars, ils en avaient peut-être... d'abord, je ne suis pas un gars, puis peut-être les gars, ils en ont plus de visibilité. Dans de nombreux articles, Diane Obomsawin évoque l'importance qu'a eu pour elle le roman Carol de Patricia Highsmith, publié en 1952 sous le pseudonyme de Claire Morgan. Ce roman est l'un des premiers récits mettant en scène une histoire d'amour homosexuel qui finit bien, loin des représentations négatives et pessimistes habituelles de l'époque. Mais cela n'a pas été un des seuls modèles littéraires ou artistiques importants pour Diane. Par rapport à la crise identitaire et la littérature, il y avait le roman de Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui a eu beaucoup d'importance. Et j'avais fait un rêve, et ce rêve-là, c'est qu'il y avait un monstre qui hurlait dans la campagne. Et on ne savait pas qui était ce monstre, pourquoi il hurlait comme ça. C'était à glacer le sang. Et finalement, moi, j'étais en mobilette en train de me promener dans la campagne. Puis il y a un château. Non, ma mobilette tombe en panne. Je rentre dans le château. Puis quelqu'un me dit, ah, on vous attendait. Il y a une chambre pour vous dans ce château, mais il y a 600 chambres. Il va falloir toutes les faire avant de trouver votre chambre. Et finalement, ma chambre, je les ai toutes faites. Finalement, ma chambre était au grenier. Et puis, c'était la chambre où le monstre pleurait et criait. Et finalement, ce monstre, c'était moi qui attendais que j'arrive. Et donc, je l'ai appelé, ce rêve-là, je l'ai appelé Une chambre à soi de Virginia Woolf, parce que c'est la quête d'identité, c'était comme de trouver sa chambre. À part ça, il y a un auteur, quand j'étais jeune, qui s'appelait Copy. Justement, Copy, j'ai mis des années avant de connaître son identité sexuelle. Et j'aimais bien ça, en fait. Vous pouvez très bien être un homme ou une femme, mais une femme non stéréotypée et un homme non stéréotypé dans la façon dont il s'exprimait. Puis lui, il m'a beaucoup influencé pour la liberté du dessin. Par exemple, il faisait des personnages tout le temps de profil, des très bons dialogues. Tout le temps, il dessinait dans le Nouvel Observateur. Et à un moment donné, il y en a un qui dit, ah, regarde ma cicatrice. Puis là, il apparaît une grosse cicatrice, mais seulement au moment où il dit, regarde ma cicatrice. Alors, je trouvais qu'il y avait une grosse liberté. Tu n'étais pas obligé de le faire avec la cicatrice à chaque fois. Là, il peut apparaître juste quand il dit qu'il a une cicatrice. En fait, lui, par rapport à la liberté, puis l'autorisation qu'il m'a donnée de faire des choses comme on veut, comme on veut les faire, lui, il m'a vraiment beaucoup influencé. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est un homme, mais un travesti homosexuel, un travesti qui s'habillait en femme et qui faisait qui jouait dans des pièces de théâtre et qui était dramaturge aussi. Il s'appelle son nom en entier, je ne sais pas, mais c'est Copy. Né en 1991, Shane Michael est originaire de la Première Nation malécite du Madawaska, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Élevé dans une culture bilingue anglais-français, il étudie 2 ans en théâtre à l'université de Moncton. Il vient ensuite s'installer à Québec pour développer son français et compléter son baccalauréat en mise en scène et dramaturgie à l'université Laval. Artiste multidisciplinaire, il danse également dans ses temps libres. En novembre 2020, il publie son tout premier recueil de poésie, Fif et sauvage, aux éditions Personnage. Sous ce titre percutant qui ne peut laisser indifférent, Shane évoque son expérience de l'homosexualité, mais aussi son expérience en tant qu'autochtone. Le recueil, divisé en 3 parties, Mère, Méduse et Bois sucré, est dédié à sa mère. C'est elle qui m'a guidé aussi au travers de, par exemple, mon homosexualité, quand j'ai commencé à l'afficher et tout. C'est sûr qu'après le deuil, à partir du deuil, c'était encore différent. C'était difficile à vivre avec, à essayer de me retrouver, parce que je me suis perdu aussi pendant le deuil de ma mère. Donc, c'est de se retrouver et de l'assumer un peu plus tard, mon identité.
Mais c'est sûr qu'elle a toujours été le fil conducteur de ma vie depuis le début. J'ai toujours été un petit volatile dans un sens. J'ai toujours bougé d'un endroit à l'autre. Mais c'est toujours elle qui m'aidait à m'ancrer au sol. Donc, c'était quelqu'un de très fort, mais qui va beaucoup être une influence dans mes projets artistiques ou tout ce qui est rapport à la naissance, la création. Elle prend une grande place. À l'âge de 9 ans, je commençais à déjà pas observer, mais j'avais l'image d'homme nu, mais j'avais jamais vu un homme nu avant. Mais c'est juste les images, on dirait que c'est une façon de s'identifier, mais je comprenais pas trop pourquoi à cet âge-là. Après ça, j'ai commencé à avoir les rêves, comme d'autres font souvent aussi. C'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Puis après ça, quand j'ai fait une classe de théâtre, d'art dramatique au secondaire, c'est là que je commençais à me questionner beaucoup sur c'est quoi ça, c'est quoi ci. C'est une prof, en fait, à l'école qui me suggérait d'en parler à ma mère parce que j'étais un peu plus, j'étais nerveux, je savais pas comment aborder ce sujet-là. Mais je me disais que sûrement que je suis homosexuel parce que je trouvais pas les façons d'autres à comprendre pourquoi. Je pouvais jamais le dire à ma mère à la voix haute. Il fallait que je l'écrive sur une lettre. J'avais pas la pensée à l'expliquer. Quand elle a lu la lettre, c'est sûr qu'elle le savait déjà, mais ça a enlevé un gros poids sur mes épaules. Je l'ai même avoué à 2 de mes classes au secondaire, parce que dans ce moment-là aussi, je me faisais intimider, donc j'avais le côté discriminatoire. C'est là que j'ai entendu le mot FIF pour la première fois. Et je pense qu'après l'avoir avoué à 2 de mes classes, parce que dans mon cours d'art dramatique, on devait faire des petites prestations artistiques. Et mon personnage que j'ai joué, j'ai voulu jouer un homosexuel suicidaire. Et j'ai avoué aussi, c'est parce que je le vis en ce moment. Donc, les gens se sont comme un peu levés et applaudis. Donc, ça m'a comme créé un moment comme un coming out public. Et après ce moment-là, j'ai jamais été intimidé à l'école. Tout arrêté. On dirait que tout le monde le savait que j'étais homosexuel. Donc, c'est arrêté carrément. Donc, j'ai pas eu d'autres gens qui m'ont traité de fif et tout. Pour moi, ça m'a fait du bien de l'avouer. Puis après ça, c'est sûr que là, mon père l'a su, mes grands-parents. Il y a plus ma famille maternelle qui était au courant, qui sont plus ouverts. J'en ai jamais parlé vraiment direct avec ma famille paternelle, mais c'est pas un sujet que je vais aborder de toute façon. Mais je laisse les choses aller, du côté paternel, mais le côté maternel sont déjà ouverts à la base avec ces sujets-là. Ma grand-mère faisait souvent des remarques aussi, si jamais que c'est un gars que tu trouves beau ou quelque chose comme ça, tu peux en jaser, mais j'étais toujours distrait, je connaissais pas ces sujets-là encore, mais elle glissait souvent le mot parfois de « Ah, peut-être, ça l'arrive, c'est normal, on est ouvert à ça. » Mais c'est ça, c'est vraiment vers 15 ans, l'âge de 15 ans que je l'ai assumé. Et quand ma mère est décédée, quand j'avais 18 ans, c'est là que j'ai un peu perdu le contrôle parce que c'est comme perdre un gros morceau de quelqu'un que tu aimes beaucoup au monde qui part et un vide. Donc, j'ai essayé de tout remplir ces trous-là en faisant plusieurs activités en même temps, me garder distrait. Mais j'ai vu que ça m'a plus nuit que d'autres choses. Et je me suis un peu perdu côté identité, côté orientation sexuelle. Je ne savais plus qui j'étais. Et c'est là que je pense que c'est vraiment à l'âge de 21, 22 ans, une fois que j'arrive à Québec pour voir comment ça se passait ici, l'ouverture de l'homosexualité, il y a beaucoup de gens qui le sont, au Nouveau-Brunswick, il n'y en a pas, ou sont cachés. Et ça m'a comme créé une petite lumière au bout du tunnel. C'est là que j'ai découvert à accepter mon homosexualité, finalement. Dans le poème intitulé « Quotidien », Shane Michael utilise des situations et des activités du quotidien, récurrentes, banales, que peut vivre un enfant puis un adolescent, loin des clichés relatifs à l'identité homosexuelle tels qu'on les voit parfois représentés. Lancer des avions de papier, plonger dans la piscine, sauter par-dessus la clôture, couper des carottes, se cacher dans la garde-robe, kicker un ballon, grimper à un arbre, regarder les étoiles, se faire traiter de sauvage.
courir dans un champ de fleurs, tomber dans un trou, faire un bonhomme de neige, perdre sa première dent, lancer d'autres avions de papier, jouer du piano, ramasser ses crayons, se faire traiter d'hostie de sauvage, souffler des bulles de savon, regarder des feux d'artifice, flatter un chien, manger un gâteau de fête, magasiner, faire le plus gros des châteaux de sable, se faire traiter de gros Christ de sauvage, manger de la crème glacée, se masturber, aller voir un show d'humour, tomber sur la glace, conduire son premier vélo, assister à un mariage, cuire des guimauves sur le feu, entendre un bébé rire, faire le ménage, se faire traiter de fif, manger du chocolat, dormir, rêver, ouvrir un cadeau, écrire une lettre d'amour, éternuer, jouer de la musique, pleurer dans son lit, lire une bande dessinée, se faire traiter d'hostie de fif, aller à sa première date, trébucher dans l'escalier, acheter de l'alcool, prendre un bain chaud, écouter un film d'horreur, faire un dessin, se faire traiter de gros crises de fif sauvage, se battre, arroser une plante. Passer de l'expression théâtrale à l'écriture poétique ou à la prose n'a rien d'évident. Chaque processus créatif est propre à chaque artiste ou écrivain, bien entendu. Artiste multidisciplinaire, Shane Michael est cependant passé naturellement de l'un à l'autre et a choisi d'écrire sur un sujet personnel au cœur du sensible. Alors, de quelle façon a-t-il effectué cette transition d'un médium artistique à un autre? Avant 2017, j'aimais pas beaucoup l'écriture. J'aimais pas lire non plus. C'est quand que je lisais, peu importe des ouvrages, poésie ou théâtre, j'avais de la difficulté à comprendre tout de suite les premiers sens. Donc, il fallait que je relise une deuxième fois, parfois une troisième fois pour mieux comprendre. Mais la lecture, c'était jamais mon point fort non plus. J'étais beaucoup plus visuel. Mais à partir de 2017, quand j'ai commencé à lire un roman où j'ai fait Ah, c'est intéressant, j'ai comme appris à juste focus sur tout d'un coup sur la lecture. Et c'est avec le temps que là, j'ai commencé à avoir des idées de visuels, de performance ou de comment transposer ma pensée ou mon passé, mon vécu en lettres et en mots. Et après ça, j'ai le support des amis aussi qui sont déjà des artistes ou en poésie qui ont vu des exemples de ce que j'ai écrit et ça m'a comme motivé, inspiré à je suis capable de le faire parce que d'habitude, j'étais toujours un peu en train de développer des projets qui étaient en fin de compte inachevés ou incomplets et je les laissais de côté, j'ai jamais revenu à ces projets-là, mais là, ils refont surface, je refais la lecture de ces projets-là et j'essaie de les mettre de l'avant. Donc, je trouve ça intéressant d'aller chercher ce côté-là. Fif et sauvage, c'est sûr que c'est plus personnel. Je trouvais que ça faisait plus de sens que juste, par exemple, homosexuel et autochtone. C'est quand même un titre qui est assez accrocheur, mais je trouve que c'est une façon pour mettre la lumière vraiment sur les choses, dire les vraies choses aussi, sans tabou, sans filtre. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est peut-être plus introverti en personne, mais qui adore explorer là, je dirais à plein fouet, les sujets qui sont d'actualité, les enjeux aussi. C'est sûr qu'on ne se le cache pas, c'est des sujets qui sont toujours d'actualité. Euh, c'est des courants qui continuent d'exister et on ne peut pas les passer inaperçus, là. Donc, je trouve que c'est des choses qu'il faut mettre de l'avant, mais c'est aussi des sujets individuels parce qu'il faut se trouver face à toutes ces choses-là et prendre sa place dans un sens également. Mais j'ai aucune notion de comment ça va se passer par la suite. Parce que c'est sûr que j'ai toujours eu peur, mais c'est toujours un moment de la difficulté à voir comment les gens vont le prendre. Parce que même dans ma propre communauté, par exemple, il y a des gens qui sont autochtones, mais sont homophobes aussi. Donc, on dirait que je ne vais pas faire ce livre-là pour expliquer, ah, ça, c'est ma culture autochtone, la voici. Moi, c'est juste comment je l'ai vécu. Mais si ça peut inspirer d'autres personnes à s'assumer et de passer un peu au travers de ce même cheminement-là, ça va me faire du bien d'entendre ça. Parce que quand j'étais jeune, j'avais les ressources n'étaient pas toujours là. C'est sûr que les arts m'ont aidé à passer au travers des moments difficiles, donc en faisant de la danse ou du théâtre, juste pour me faire oublier les problèmes. Mais
je trouve que juste le fait de l'écrire, ça enlève un gros morceau de ce passé-là. Mes racines sont très ancrées dans le sol. Pour moi, par exemple, oui, je vis en ville en ce moment, mais les moments pour moi de me ressourcer, de me sentir très bien, c'est d'aller en nature assez fréquemment. C'est là que je connecte beaucoup plus avec la nature. C'est là que, pas que je ressens cette énergie-là, mais c'est quelque chose qui fait vraiment mettre de l'avant ou accentuer mes 5 sens, euh, qui est la base première, en fait, de comment on doit se sentir. Et je mentionne beaucoup l'eau, la rivière, le vent, c'est toute la, c'est des choses qui reflètent dans tous mes projets d'art parce que c'est la base de où on vient aussi, en général. La nature nous a emmenés. Puis de comment l'accepter avec tous les problèmes de climat, les problèmes euh, écologiques, les territoires qui se font perdre aussi, la chasse et la pêche, par exemple, les problèmes aujourd'hui qu'on voit. Donc, je trouve que c'est important de ressentir cette air fraîche-là, même si on ne peut pas ressentir cette air fraîche-là partout où ce qu'on va. Mais la nature est vraiment importante, puis je crois que c'est là que tous nos ancêtres sont placés aussi, ils sont un peu partout. Donc, j'aime mieux dans un sens, les respecter et juste le remercier dans un sens. C'est ça qui me guide à chaque fois pour les projets d'art et tout. Malécite par sa mère, acadien par son père, ayant grandi dans un environnement bilingue, Shane Michael a souvent ressenti une certaine dichotomie dans sa vie et l'impression de se trouver dans un entre-deux particulièrement morcelé. Il ne veut cependant pas choisir entre ce qui compose son identité multiple et préfère plutôt s'en nourrir. Ses inspirations artistiques et littéraires sont elles aussi multiples, tant du côté francophone qu'anglophone. Côté autochtone anglophone, c'est certain que j'en ai pas lu énormément. C'est pas eux qui sont la principale source, disons, je dirais, d'inspiration. C'est plus le côté LGBTQ dans anglophone qui m'ont plus inspiré du début. Mais je dirais que le côté francophone, c'est ce qui m'a plus autochtone, c'est ce qui m'a inspiré le plus pour l'aspect autochtone, je dirais. Donc, anglophone, c'est sûr que si je commence avec une pièce de théâtre, en fait, que j'ai étudiée longtemps, c'est La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. C'est le côté de l'homme renfermé avec son identité sexuelle et tout. C'est des petits détails, mais c'est ce qui m'a fait réaliser que ça existe aussi des hommes qui ne sont pas heureux et tout, comment se retrouver, comment sortir d'une relation comme ça. Et c'est vivre avec la douleur de supporter toujours ça en soi qui est difficile. Sinon, il y a aussi le portrait de Dorian Gray que je m'inspire beaucoup. Le portrait d'un homme autochtone, j'avais souvent un projet artistique que je voulais faire, c'était le portrait d'un autochtone homosexuel, comment ce portrait-là, au lieu de vieillir ou de changer l'image parfaite d'un homme homosexuel autochtone, tout le côté dérisoire, le côté de chaos en même temps, le fait de comment vivre avec ce côté-là. Donc, c'est comme l'artiste qui se voit dans son projet d'art, qui cherche la quête de cette identité-là, mais en même temps, c'est pas la meilleure. Donc, c'est sûr que c'est des images qui m'ont vraiment pas traumatisé, mais qui m'ont vraiment inspiré à développer davantage. Récemment, j'ai écrit pour me mettre les noms en erreur. J'ai lu justement la traduction de Joshua Whitehead, le titre Johnny Appleseed. Il y a aussi Shuni de Naomi Fontaine que j'ai bien aimé ces temps-ci. J'ai aussi lu, c'est pas nécessairement autochtone, mais aussi, c'est autochtone, mais c'est pas nécessairement de LGBTQ. Virginia Pessemapeo Bordelot avec L'amant du lac. Donc, on explore un titre qui est beaucoup plus dans le côté érotique quand même, autochtone. Donc, c'est bien d'avoir ce style qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup des sujets sur la nudité et tout. Sinon, les classiques de Joséphine Bacon, Louis Carle, Maya. Il y a aussi Natacha qui est quand même très importante.
justement, ça va avec Natacha quand elle a déjà fait un commentaire sur comment le courant artistique du Edel No More, c'est comme devenu un peu un courant artistique littéraire et pratiquement politique. Donc, comment utiliser toute cette source-là pour la mettre sur papier. Donc, je trouve que ça m'a inspiré aussi ce côté-là. La vie des autochtones au Canada et dans le reste du monde n'a rien d'évident. L'actualité nous le démontre tout le temps. Le racisme systémique, les discriminations à peine voilées, la maltraitance, tout cela fait malheureusement partie du quotidien des Premières Nations et des Inuits. Être un écrivain autochtone publié permet-il de bien faire entendre sa voix? Peut-on espérer que cela fasse évoluer les mentalités? Mais plus encore, est-ce un acte volontairement militant? Il y a un côté d'acte militant, oui, parce que ça reflète beaucoup. Je trouve que les enjeux, en fait, aujourd'hui, tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui est rapport avec les femmes disparues, assassinées, toutes ces choses-là, je trouve qu'ils prennent plus de place que le côté LGBTQ. Mais encore là, je trouve que le côté LGBTQ prend plus de place que le côté autochtone chez une identité. Donc, c'est sûr que j'essaie d'égaliser, qu'on soit au même niveau autochtone, LGBTQ, ça peut aller ensemble, mais ça peut aller ensemble, tout ça, dans les courants actuels. C'est sûr que les manifestations, je ne suis pas quelqu'un qui va aller manifester en personne à des événements. Moi, c'est surtout pour le côté, moi, je le fais plus individuel, mais en supportant les activités. Je pense que j'ai seulement manifesté pour le Edel No More en 2012, si je ne me trompe pas. C'est le seul mouvement que je suis allé. Mais je trouve que le fait de prendre sa voix, c'est ce qui est le plus important. De maintenir une voix, de ne pas garder le silence. Donc, c'est pour ça que dans mon texte, j'aime bien faire face, montrer aux gens que il y a des stéréotypes, il y a encore du racisme, il y a encore des préjugés, discrimination. C'est juste le fait de toujours le mettre en évidence. J'aime mieux toujours maintenir cette parole-là. L'idée, c'est de la garder plus longtemps que possible que d'avoir une parole plus courte. Mais c'est la seule façon qu'on peut rester vivant dans ce côté militant, c'est de toujours avoir une petite flamme qui soit là. Donc, c'est pour ça que je veux maintenir cette parole-là dans ce petit côté militant qui vient quand même du cœur, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas... en tant qu'Autochtone, je trouve qu'on ne faut pas garder nos émotions dedans, à l'intérieur. C'est notre façon de nous de sortir de ce qui nous replonge au sol. On se fait souvent mettre par terre. Tout, je trouve qu'il recule. On recule dans le temps encore aujourd'hui. Je trouve qu'il faut toujours avancer. On n'a pas le choix. Il ne faut pas arrêter. Il faut aller de l'avant. Donc, il ne faut pas lâcher prise. Et c'est une responsabilité, oui. Puis il faut être fier aussi de porter cette culture-là en soi, que ce soit LGBTQ, autochtone. Il ne faut pas dire, je ne vais pas parler d'autochtone ici parce que j'ai peur de me faire attaquer et tout. Parce qu'il y a des pays que des autochtones ou des homosexuels vont se faire battre, d'autres se faire tuer dans différents environnements. Et c'est sûr que, je ne sais pas si au Canada, je me sens heureux d'être là-dedans pour l'instant, mais c'est sûr que dans d'autres pays, c'est difficile. Mais moi, c'est pour ça que j'ai pris le titre Fif et sauvage au devoir un titre homosexuel et autochtone, parce que je trouve que s'il y a des conséquences après, est-ce qu'il y a des gens qui parlent mal avec ce titre-là, qui vont en rire? C'est ça l'effet que ça peut donner, mais en même temps, je veux que ça soit la vraie chose et qu'au moins mon mot est passé. Et qu'après ça, par la suite, les gens comprennent, c'est difficile. Né en 1957, Daryl MacLeod est un cri du territoire du traité numéro 8 dans le nord de l'Alberta. Diplômé en littérature française et en éducation de l'Université de la Colombie-Britannique, il a été négociateur en chef des revendications territoriales pour le gouvernement et directeur de l'éducation et des affaires internationales à l'Assemblée des Premières Nations. Il est également musicien et chanteur.
Bien que n'aimant pas particulièrement les définitions, Daryl est à l'aise de se considérer comme un homme bispirituel. Son premier ouvrage, Mama's Catch, une initiation cri, est paru en 2018 en anglais. Il a été traduit en français en 2020 aux éditions VLB. Dans ce livre, Daryl fait le récit de toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à sa vie de jeune adulte. Il y parle de sa famille, abîmée par les deuils, le racisme, les pensionnats, l'alcoolisme, la violence, les déchirements. Il y est aussi question de la découverte de son homosexualité, des abus subis aux mains du mari d'une de ses sœurs, de l'emprise de la religion, mais aussi de la façon dont il a, finalement, réussi à se libérer et à prendre le contrôle de sa propre vie. Hommage vibrant à sa famille, à sa mère Bertha et à sa culture cri, Daryl livre dans Mama's Catch un récit de survie qui m'a profondément touché. Je me suis demandé tout au long de ma lecture quel avait été le déclencheur chez Daryl pour enfin raconter son histoire dans toute sa brutalité et ses douleurs sans aucun phare. C'était pour libérer le monde autour de moi, pour donner la permission aux gens de parler aussi ouvertement de leur vie que moi je l'ai fait. Parce que, et aussi c'était pour comme une sorte de revendication de nos mœurs qu'on avait écrit avant l'arrivée des Blancs, parce qu'on parlait ouvertement de tout ça. On n'avait pas du tout besoin d'avoir honte de qu'est-ce qu'on préférait, ou si on s'imaginait dans le matin en se réveillant un sexe masculin qui était comme ça ou puis qu'on a eu beaucoup de plaisir avec cette image-là, ou le sexe d'une femme, et que ça donnait beaucoup de plaisir dans l'imagination. C'était ouvert et on pouvait se parler de tout cela et on n'avait pas de honte de son corps, du corps humain, du tout. Tout ça est arrivé avec l'arrivée des Blancs et avec la religion, bien sûr. En fait, je me souviens dans le catéchisme, une bonne sœur qui nous parlait du péché original. Et moi, j'étais bouleversé. Mais comment? J'avais peut-être 6 ans ou 7 ans et ça ne faisait pas de sens du tout. Pourquoi avoir honte de nos corps? Alors, j'ai essayé de faire plusieurs choses, de libérer le monde, de leur donner la permission de conter leurs histoires, mais d'une façon honnête et crue aussi, si vous voulez, et de ne pas avoir honte de qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, comme du point de vue sexuel, des péchés incroyables, des gros secrets et tout ça. Je voulais juste ouvrir le champ ou la manière de penser des gens. La version originale de Mama's Catch, une initiation cri, a remporté le prix du gouverneur général en 2018, ce qui lui a donné une visibilité particulièrement grande auprès du public. En 2 ans, Daryl MacLeod a eu le temps de mesurer les impacts de son livre sur son lectorat. J'ai été très surpris de la réaction des jeunes lecteurs qui ont, par exemple, des questions, peut-être un peu de confusion du point de vue genre ou préférence sexuelle. Parce qu'ils aiment beaucoup mon livre. Et c'est drôle, à chaque fois que j'ai assisté à un événement où il y avait dans l'assistance des jeunes gens comme ça, ils s'approchaient de moi et voulaient rester à mon côté, rester avec moi pour jaser, juste pour être là. Parce que je pense qu'ils ressentaient une acceptance que chez eux était très rare ou a été jusqu'à la date très rare. Et en fait, j'y ai pensé récemment que je voudrais trouver une manière d'inviter plus de jeunes à lire mon livre, pour voir qu'est-ce que j'ai écrit là-dedans. Je pense que
ça les aide à comprendre la confusion, les étapes par lesquelles on passe. Et je pense que tout le monde passe par ces étapes-là. Pour quelques personnes, peut-être que c'est bien clair tout de suite que la préférence est se sentent bien à l'aise dans leur genre, je ne sais pas, dans leur corps masculin ou féminin. Mais je pense que tout le monde passe par des étapes de questionner et d'avoir des doutes ou un manque de sécurité et des fois des crises d'identité. Toucher le public, adulte ou adolescent, est un merveilleux cadeau pour un artiste. Ces jeunes qui viennent parler à Daryl MacLeod après les événements littéraires auxquels ils participent, sont-ils surtout des jeunes autochtones ou des jeunes allochtones? Les deux, mais la plupart des autochtones. La plupart sont des autochtones, oui. Et chez nous, chez les autochtones, je pense que, en fait, j'ai écrit ça sur Facebook plusieurs fois et dans des articles, dans des entrevues, j'ai dit que il y a une crise de suicide chez les jeunes autochtones dans le pays. Et c'est pas seulement au Canada, c'est aux États-Unis, c'est en Amérique du Sud, c'est partout où il y a des communautés autochtones, c'est la même crise. Et ce que j'ai vu dans des communautés où j'ai travaillé, où j'ai voyagé, c'est que moi, je dirais que un bon pourcentage, peut-être 80% ou 90% des problèmes comme ça, à la base de cette crise est l'identité sexuelle, la préférence sexuelle et le genre. Parce qu'il y a beaucoup de discrimination, toujours, beaucoup d'homophobie chez les leaders autochtones, dans des communautés. Et c'est vraiment triste de voir ça. Et pour moi, ça n'a pas beaucoup évolué encore. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Sa passion pour la littérature ne s'est jamais démentie tout au long de sa vie et lui a littéralement sauvé la vie, à l'instar de la musique. Daryl MacLeod n'écrit cependant que depuis quelques années. Le temps et la guérison intérieure ont été nécessaires avant de pouvoir se lancer dans l'écriture, mais pas seulement. C'est un lent processus, parsemé de rencontres cruciales jusqu'au déclencheur final. Quand j'étais à l'université, j'ai lu un livre de Margaret Lawrence qui s'appelle The Diviners, d'un côté, et de l'autre côté, en français, j'ai lu Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais. Et dans ces deux livres-là, j'ai vu la réalité canadienne et aussi un peu autochtone, des gens pauvres du Canada. J'ai vu un milieu que j'avais jamais vu représenté dans la littérature en général. Parce que on lisait des livres des États-Unis, d'Angleterre. Alors, quand j'ai lu ces deux livres-là, je me suis dit, j'aimerais beaucoup un jour écrire comme ça. Et alors, j'ai gardé l'idée. J'avais peut-être 22 ans à l'époque, et puis j'ai gardé l'idée en tête et j'ai rien fait. C'était une idée romantique. C'était d'écrire un jour, d'être écrivain un jour. Quand j'avais 30 ans et j'étais directeur d'une école dans le nord de la Colombie-Britannique, et j'ai rencontré une femme incroyable, Catherine Bird, elle s'appelait. De la culture d'Akelf, Carrier. Et puis, elle m'a dit, après avoir échangé des histoires, elle m'a raconté l'histoire de sa vie, puis je lui ai raconté l'histoire de ma vie. Puis elle m'a dit, Daryl, il faut absolument que tu écrives ces histoires parce que ça va aider le monde. Ça va aider les jeunes autochtones. Et puis, je me suis dit, OK. Puis là, j'ai commencé. J'ai commencé à écrire des histoires, mais je pensais que ce serait des histoires pour enfants. Et c'est ça que j'ai commencé à écrire. Mais il faut dire que j'ai gardé tout cela, j'ai rien publié, mais j'ai tout gardé. Et tout ce que j'ai écrit à l'époque est maintenant dans mon livre Mama Scotch. J'ai trouvé une manière d'introduire les textes que j'avais écrits très jeune.
Mais je pense que l'inspiration de base, c'était ma mère. Et le fait que ma mère m'avait choisi à l'âge de quand j'avais 12 ans à peu près, que elle m'a choisi. C'était moi, elle me racontait ses histoires à moi euh, quand elle était saoule. Et c'était toujours comme 2 heures du matin ou 3 heures du matin, entre 1 heure et 4 heures du matin d'habitude, qu'elle m'appelait parce qu'elle voulait me parler. Mais c'était seulement lorsqu'elle était comme ça, saoule, et qu'elle avait bu pas mal, qu'elle pouvait me raconter ses histoires. Elle ne pouvait pas me parler de ces affaires-là sans boire. Et c'est intéressant parce que après avoir écrit le livre, mes cousins, mes cousines m'ont invité à retourner chez nous. Et puis on parlait de tout cela. Puis mes cousines me disaient que leur mère n'avait jamais parlé de leurs expériences dans les écoles catholiques. Elle ne pouvait pas raconter ces expériences-là parce que j'imagine que ça faisait trop de peine. Mais oui, quand j'ai lu le livre de Thompson Highway, Kiss of the Fur Queen, j'ai pleuré parce que ça m'a rappelé l'expérience de ma sœur Trina, qui était mon frère Greg, et moi, et tous les changements dans notre vie. Puis ça m'a donné beaucoup de courage et l'idée que je devrais aussi écrire notre histoire. C'était parallèle, mais ce n'était pas du tout la même histoire. Alors, quand j'ai lu Kiss of the Fur Queen, ça m'a inspiré énormément de raconter l'histoire de Trina et Diane et mon histoire aussi. Dans Mama's Catch, on apprend à quel point la lecture des écrivains et philosophes existentialistes a eu une importance capitale pour Darrell McLeod. Ils lui ont permis de se libérer de la religion. Un passage situé à la page 336 du récit dit ceci. Au départ, les principes de l'existentialisme me gênaient, mais après un moment, je les accueillis comme un soulagement. Et s'il n'y avait en réalité ni paradis ni enfer, qu'il suffisait de vivre dans le présent et d'en profiter, d'accepter la responsabilité de mon propre bonheur et de mon propre bien-être. C'est à ce moment précis que Darrell McLeod s'est autorisé à accéder à la spiritualité traditionnelle et à la pratiquer. Mais si les existentialistes ont eu une importance aussi capitale sur sa vie, bien d'autres auteurs ont eu une influence sur son processus d'écriture. C'est difficile d'aborder cette question-là parce que j'ai lu des centaines de livres depuis que j'ai commencé à écrire. Et il y a un rapport très proche entre la lecture que je fais et puis ma façon d'écrire. Alors, un des auteurs autochtones que j'ai commencé à lire beaucoup il y a comme 5 ans, c'était Richard Wagamese. Et je pense que j'ai lu tous ses livres dans une période d'1 an ou 2 ans. Mais oui, lui et Joshua Whitehead, Johnny Appleseed, que j'ai beaucoup aimé, Billy Ray Belcourt, son premier livre de poésie qui a gagné un prix incroyable. Des auteurs qui ne sont pas autochtones aussi, qui m'ont beaucoup influencé, comme Anna-Marie MacDonald, Fall on Your Knees. Ce livre-là m'a bouleversé. Je l'ai lu et après je l'ai étudié. Et puis Douglas Glover aussi, Douglas Glover qui a écrit beaucoup de la fiction, des histoires courtes, mais il a aussi écrit des romans. Et lui aussi, il a gagné beaucoup de prix, mais il est expert dans l'art d'écrire. Et j'ai lu pas tous ses livres, mais presque tout. Et très, très vite aussi. Et Alice Munro. Alice Munro, en fait, quand j'étais en train d'écrire Mama's Catch, j'ai étudié l'art,
d'Alice Munro, la structure de ses contes, la structure de ses livres, la structure de ses phrases, la structure de ses paragraphes. En fait, c'est drôle parce que j'ai appris ça d'un de mes mentors qui s'appelle Shana Lambert, qui est devenu une grande amie aussi. J'avais beaucoup de défis avec un de mes chapitres. Et puis, j'ai lu un chapitre dans un livre d'Alice Munro qui traitait exactement le même thème, la vie amoureuse du personnage principal. Alors, j'ai déconstruit complètement cette histoire-là d'Alice Munro. J'ai compté les phrases, j'ai compté les paragraphes. Je n'ai pas compté les mots, mais presque. Et puis, j'ai fait comme une formule. Et puis, avec ce chapitre-là de Mama Sketch, j'ai imposé la formule et j'ai commencé à écrire. Et ça a marché incroyablement bien. Oui. Et c'est pas volé, il n'y a rien de mal dans tout cela. C'est tout à fait acceptable. Mais elle est tellement experte, qu'est-ce qu'on dit, une génie dans son travail, dans son œuvre. C'est pas croyable. Bien entendu, Diane Bomsawin, Shane Michael et Daryl MacLeod ont des projets en cours et en tête. Depuis le drame psychologique d'animation basé sur un rêve, au projet de podcast pour parler des enjeux autochtones LGBTQ+, en passant par le one-man show, le roman ou le récit autobiographique. Ils n'ont certes pas fini de prendre la parole et de faire vivre leurs identités multiples à travers les différents médiums artistiques à leur portée. Tous les trois ont en commun de continuer à aller rechercher leur langue et leurs racines autochtones. Et tous les trois vont, comme le disait Shane Michael plus tôt, continuer à garder la parole le plus longtemps possible et faire entendre leur voix. Pour clore ce sujet sérieux, parfois grave, il m'a paru important de terminer sur un aspect important et positif. De quoi Diane Bomsawin, Shane Michael et Daryl MacLeod sont-ils les plus fiers aujourd'hui? Si on parle de la fierté, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais il n'y a pas de quoi être fier. Pourquoi? C'est parce que, un peu pareil que pour les Autochtones, c'est que pour les Autochtones, il y a tellement eu de racisme qu'à un moment donné, il faut se dire « Non, je suis fier de qui je suis. » Puis c'est pareil, en fait, pour la communauté LGBT, etc. C'est pas une fierté comme ça, là. C'est une fierté en opposition au fait qu'on en a manqué avant de cette fierté-là. Donc, c'est ça la fierté, en fait. C'est de s'assumer comme on est, puis d'être fier de se tenir debout. C'est sûr que je suis très fier de où ce qu'on s'enligne en ce moment. Je trouve que c'est bien aussi, par exemple, la pandémie cette année. C'est très difficile côté artistique, mais mon recueil qui va sortir dans cette vague un peu COVID, ça permet de... Tu sais, faut pas laisser les choses de côté. Faut pas avoir peur de parler. Donc, je pense que peu importe les sujets qu'on a en soi, faut pas avoir peur d'en parler par risque de se faire juger. Mais il faut le faire pour soi avant tout. Cette année, pour mon anniversaire, c'est au mois de juillet, j'ai eu un cadeau incroyable de l'univers. Je suis levé, je me suis réveillé le jour de mon anniversaire avec une joie inexplicable. Et je me suis dit, mais d'où est-ce que ça, qu'est-ce qui se passe? Je savais que c'était mon anniversaire, mais d'habitude, en fait ça, mais c'est pas une grosse affaire. Mais ce jour-là, je me suis levé et j'avais cette énergie incroyable, une joie que je n'ai pas ressentie depuis des années. Et puis, je me suis dit, oh, OK, je l'accepte. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer, peut-être seulement pour la journée, mais j'ai accepté et ça a continué depuis ce jour-là. Alors, ça fait 2 mois que j'ai cette joie. Et je sais que c'est mes ancêtres qui m'accompagnent toujours dans tout ce que je fais. Et c'est le fait d'avoir retrouvé ma culture et la spiritualité. Et
le fait qu'il n'y a pas dans ma culture, chez mes ancêtres, chez ma famille, il n'y a pas cette peur de pécher ou de me retrouver à l'enfer. Ça me donne beaucoup de liberté, beaucoup de joie. Je crois que c'est ça. Et alors, je suis très, très fier et très content d'avoir retrouvé ma culture et de me faire accompagner par mes ancêtres et le fait que je suis conscient de ça, de tout ça. Ça, c'est extraordinaire. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing, but night time is my time for just Love Me or Leave Me interprète le Daryl MacLeod Jazz Quartet. Et hélas, c'est déjà le moment pour moi de vous quitter. Mais avant, je dois prendre le temps d'exprimer ma gratitude. J'ai récemment appris à m'arrêter de temps en temps pour prendre conscience et apprécier les événements qui se produisent dans ma vie et les gens qui y entrent. Alors voici. Je suis honoré d'avoir eu la chance de discuter avec Diane Obomsawin, Shane Michael et Daryl MacLeod, et encore plus honoré qu'il m'ait fait assez confiance pour se livrer de façon aussi intime. Je retiens de ces conversations, entre autres choses, à quel point il est important de comprendre d'où l'on vient pour savoir qui l'on est et pour choisir la direction de sa vie. Mais aussi à quel point il est crucial de prendre la parole, militante ou non, et de s'emparer de son propre récit plutôt que de laisser les autres l'écrire, voire le réécrire à sa place. Et il me paraît plutôt adéquat de terminer par la citation du philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre en exergue de Mama Sketch. On peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 9e Salon du Livre des Premières Nations, une réalisation de Kwahiatonk, avec l'appui financier du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 9e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Inergex, Énergie renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake et Hydro-Québec. Réalisation et animation, Pascal Rowe. Invités Diane Obomsawin, Daryl MacLeod et Shane Michael. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Louis-Carl Picard-Sioui. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.